Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui je vous parle d'un tueur en série et pas n'importe quel tueur en série puisque je vous parle de Michel Péry, dit le sadique de Romans. C'est le pire tueur en série que l'on ait eu en Suisse et ce tueur en série a agi pas très loin de chez moi. On a retrouvé 2 cadavres à quelques dizaines de kilomètres de là où je vis. Et il a agi entre 1984 et 1987, mais on saura plus tard qu'il a fait une victime déjà en 1981. On se pose la question, est-ce possible que Michel Péry ait d'autres victimes que l'on ne connaisse pas ? Je vous parle de Michel Péry aujourd'hui puisque c'est une affaire qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je pense que c'est la première affaire criminelle dont j'ai entendu parler, puisqu'ici en Valais ça a fortement choqué la population. Quand j'étais adolescente par exemple, j'avais pas le droit de faire d'autostop parce que cette affaire avait vraiment traumatisé mes parents, comme la plupart des parents valaisans à cette époque. Le canton était un canton tranquille avant cette affaire. Il y avait eu une affaire d'enlèvement quelques années auparavant, une petite fille avait été enlevée, mais ça n'avait pas choqué à ce point l'opinion publique comme les faits que je vais vous exposer tout à l'heure, les faits qu'on reproche aux sadiques de Romans. Il faut savoir que le canton du Valais est un canton de montagne, un canton qui est connu pour ses stations de ski, qui vit, en tout cas dans les années 80, qui vivait essentiellement de la paysannerie, et qui n'est pas un canton où il y a des grandes agglomérations, c'est pas un canton où il y avait de la criminalité, c'est un canton plutôt calme. Les gens se connaissent, dans les villages qui se trouvent dans les vallées, tout le monde se connaît, donc les jeunes qui descendent dans les grandes villes en bas des vallées, remonte en autostop sans se faire du souci, les parents le laissent faire puisque c'est souvent un voisin, un ami qui remonte et qui les prend en autostop. Il n'y a pas tellement de danger jusqu'à ce jour du 7 mai 1986 lorsque Cédric Anty, un jeune garçon qui habite Niouk, un village en dessus de Sierre, ne rentre pas de sa soirée avec les copains. Il a la permission de 22 h, mais lorsqu'à minuit, ses parents ne le voient toujours pas arriver, il commence à se faire du souci. Leur première idée, c'est que la route pour monter à Niouk est une route connue pour être une route dangereuse. En 2019, c'est toujours une route que l'on sait dangereuse et où il y a potentiellement des accidents qui peuvent être très graves. Les parents vont donc faire le chemin retour, ne voyant pas de véhicule accidenté, ils vont commencer à s'inquiéter vraiment et ils vont prévenir la police. Pour la police, c'est une fugue. Cédric a probablement fait la fête avec les copains, il a voulu prolonger la fête, il va rentrer soit dans les heures qui suivent, soit dans les jours qui viennent. Malheureusement, Cédric ne rentrera jamais auprès de sa famille puisque 43 jours plus tard, son corps va être retrouvé. Donc on retrouve le corps du jeune homme dans la région d'Albinen 43 jours après sa disparition. Cette découverte de corps à Albinon est franchement étonnante. Il faut savoir que l'une des spécificités du canton du Valais, c'est que l'on parle 2 langues. Une grande partie du Valais parle le français et une petite partie du Valais parle l'allemand, le suisse-allemand et des dialectes suisse-allemands. La partie suisse-allemande est plutôt dans les hauteurs, dans les montagnes, et la partie romande, c'est là où il y a plutôt les grandes villes. Il faut dire que les jeunes romans et les jeunes germanophones se mêlent assez peu et c'est encore valable aujourd'hui. Un petit peu moins en 2019, mais disons que on n'a déjà pas les mêmes vacances scolaires, ce qui n'aide pas à nouer des contacts. Donc on n'a pas vraiment entre les jeunes romans et les jeunes haut-valaisans des contacts. Et autant dire qu'en 1986, il est quasi improbable que Cédric Anty, qui n'a aucun lien avec le Haut-Valais, il connaît personne dans le Haut-Valais, monte là-haut. Et je peux dire que encore aujourd'hui, on dit en Valais, le Haut-Valais c'est un peu, c'est le bout du monde. Donc en 86, je pense que d'aller là-haut, c'était compliqué. Encore aujourd'hui, pour la petite histoire, il n'y a pas d'autoroute qui mène jusque dans le Haut-Valais. Il y a des bouts d'autoroute, mais bref, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que c'est très très étonnant de retrouver le corps de Cédric là-haut. La première idée,
du juge d'instruction et de la personne qui va pratiquer l'autopsie, du médecin, c'est que ça pourrait être un suicide. Alors il faut savoir que Albinon, ça se trouve à 1600 mètres d'altitude. Et quand bien même on est à la fin du printemps, il y a encore de la neige à Albinon. Donc ce corps qui est retrouvé en partie calciné et dénudé ne peut pas avoir brûlé sans essence ou sans combustible. Le juge d'instruction et le médecin qui pratique l'autopsie imaginent donc que Cédric s'est suicidé en se mettant le feu, donc en se jetant de l'essence dessus et ensuite en s'allumant le feu. La deuxième hypothèse serait que Cédric, à Albinon, à 1600 mètres d'altitude, se retrouve à avoir très froid, donc a envie de faire un feu, et qu'en mettant de l'essence sur le feu qui va allumer, il s'en renverse sur lui, et qu'en allumant le feu, il va prendre feu. Donc comme je l'ai dit, il y a de la neige, hein. Je pense que Cédric, s'il avait eu du feu sur lui, même avec une matière synthétique, il aurait pu simplement se rouler dans la neige, et ça aurait arrêté le feu. Vraiment, la première chose, c'est qu'il n'a aucune raison d'aller à Albinon. Et je vous le dis, pour habiter ici, je pense que vous demandez à n'importe quel valaisan, un Sirois qui va monter dans les années 80, se donner la mort à Albinon, ça n'a aucun sens, franchement aucun sens. Je répète que la route pour monter à Nuuk, elle est très dangereuse, vous voyez quelques images. Si on veut mettre fin à ces jours, on peut sauter de la route d'Anivier et on est certain de ne pas en sortir vivant. Donc il y avait d'autres possibilités, probablement moins douloureuse que de se mettre le feu par exemple. Le deuxième fait qu'on va voir dans les journaux va se passer dans un autre canton que celui du Valais, c'est le canton de Neuchâtel. C'est un canton qui a un petit peu le même profil que le canton du Valais, il n'y a pas tellement de grandes villes. C'est un canton qui vit plutôt de l'horlogerie là-bas, donc un tout petit peu différent, un petit peu plus industrialisé. Mais c'est le même genre de canton, les gens se connaissent assez, les gens ont assez confiance. C'est un jeune garçon qui va donc rentrer après une soirée, il fait de l'autostop et il va tomber sur un homme d'une trentaine d'années qui le prend en autostop. Ce jeune garçon, que l'on va appeler Paul pour préserver son identité, va donc être pris en autostop par un homme d'une trentaine d'années qui va lui dire être en cavale et qui va très vite le menacer d'une arme. Il va ensuite le conduire dans une forêt où il va faire descendre Paul de la voiture, il va l'attacher, le bâillonner et il va ensuite violer le jeune homme. Après avoir violé le jeune homme, il va l'asperger d'essence et y mettre le feu. Et quand il a terminé, son agresseur va partir, laissant le jeune homme pour mort. Le jeune homme, dans un grand courage, va arriver à s'en sortir et trouver un téléphone dans le village voisin, dans une maison. Et il va appeler ses parents en panique qui vont, eux, l'amener à la police où il va pouvoir faire sa déposition. Ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est quand bien même le jeune homme est aspergé d'essence, la police le croit à peine. Ils vont prendre sa déposition, ils vont noter les faits, noter la description de l'homme qui l'aurait agressé. Il y a un petit encart dans le journal local qui va paraître, mais l'affaire en reste là et elle aurait pu en rester là longtemps si l'homme en question n'avait pas agi à nouveau. Cette agression avait donc eu lieu le 1er novembre 1986. Ce qu'on peut déjà faire comme parallèle, c'est que ces deux disparitions ont lieu soit des jours de fête, soit des veilles de fête. Le 15 mars 1987, de nouveau un jour de fête en Valais, un jeune homme qui se prénomme Vincent disparaît, il ne rentre pas à la maison après une soirée avec des copains. Il est allé dans une autre petite ville du Valais, qui se trouve au fond de la vallée, Martigny. Il est vu aux alentours de 23 h après avoir passé une soirée dans plusieurs pubs dans le quartier de la gare et on pense qu'il va faire de l'autostop pour rentrer chez lui. Le dimanche, la famille, ne voyant personne rentrer, commence à se faire du souci, à rechercher le jeune homme, un petit peu sur toutes les routes qui descendent sur Martigny. Le dimanche, en fin de journée, un jeune couple qui remonte dans la région d'Orsières décide de s'arrêter avec leur véhicule proche de la gravière d'Orsières pour prendre un petit peu de temps, rester les deux un petit peu seuls un moment et ils vont être attirés par une forme qui se trouve sur le grillage de la gravière. Ils vont donc sortir du véhicule, aller voir ce que c'est et ils vont se rendre compte avec horreur que c'est un corps qui est partiellement calciné et dénudé.
Aussitôt, ils vont prévenir la police qui très vite monte sur place et qui très vite identifie le jeune homme comme étant Vincent Puip, le jeune homme disparu depuis la veille au soir. Dans le cas du jeune Vincent Puip, la police ne peut pas ignorer que c'est un crime. Assez vite d'ailleurs, la police va penser à un crime à caractère sexuel. Le juge en charge de l'affaire imagine tout de suite qu'il est là face à un crime hors norme et il n'a pas tort. L'enquête démarre aussitôt, des articles dans les journaux paraissent très vite. Le 24 avril 1987, on est donc quelques jours après la découverte du corps du jeune Vincent, un jeune garçon que l'on va prénommer Thomas, une fois de plus pour préserver son anonymat, rentre du carnaval de Lausanne, on est donc dans le canton de Vaud. Il fait de l'autostop et il est pris par un homme d'une trentaine d'années qui parle assez peu et qui va très vite le menacer d'une arme. Le jeune homme tente de sortir du véhicule, mais il va se rendre compte aussi assez vite que la portière a été bidouillée, si je puis dire, de façon à ce qu'on ne puisse l'ouvrir que depuis l'extérieur. Le jeune homme va à ce moment-là noter tous les détails qu'il pourra, tous les détails physiques de son agresseur, mais également tous les détails qu'il voit dans la voiture. Il va faire une véritable photo du tableau de bord de la voiture dans laquelle il est. Il faut dire qu'il va arriver à faire un détour d'une 50aine de kilomètres à son agresseur, pensant peut-être trouver une solution pour sortir de la voiture. Malheureusement, il n'arrive pas à sortir de la voiture et il est emmené dans une forêt où son agresseur va le sortir du véhicule, va l'attacher avec des menottes. Le jeune homme est ensuite violé par son agresseur, mais celui-ci se débat d'une telle force que son agresseur va lui asséner une dizaine de coups de marteau au crâne en fait pour le calmer, pour le tuer. Pour être certain d'avoir tué le jeune homme, l'agresseur va tirer le corps du jeune homme dans un cours d'eau et lui tenir la tête dans l'eau pour tenter de le noyer. Le jeune homme, qui fait là aussi preuve d'un énorme courage, va feindre d'être mort et finalement son agresseur va partir le laissant comme ça. Le jeune garçon, le jeune Thomas, va se relever, il va trouver un courage incroyable à l'intérieur de lui pour marcher sur plusieurs kilomètres et prévenir la police. Il faut dire qu'il a tellement peur de retomber sur son agresseur qu'il n'ose pas prévenir les voitures qui passent. Le jeune homme est terrorisé. Par contre, cette fois, lorsqu'il va arriver à la police, il sera immédiatement cru. Il pourra faire une description très précise du portrait de son agresseur, mais également du tableau de bord de la voiture. Les policiers vont prendre note et vont redessiner le tableau de bord avec l'aide du jeune homme. Le dessin qui est réalisé sur les indications du jeune homme va permettre d'identifier le modèle de la voiture. Mieux encore, le jeune homme se souvient parfaitement du visage de son agresseur, si bien qu'avec l'aide d'un dessinateur, il va pouvoir établir un portrait robot qui sera diffusé à l'échelle nationale. À ce stade de l'affaire, même si toutes ces affaires n'ont pas été liées, on se retrouve face à 2 meurtres de 2 jeunes garçons, ainsi qu'à l'agression et au viol de 2 autres garçons. On est donc face à un criminel, un prédateur, qui est organisé, qui est méthodique et qui n'est, à mon avis et à l'avis de tous les enquêteurs, pas prêt de s'arrêter. On va aller, c'est le choc ici, les articles de journaux, les gens sont choqués, les gens ici se retrouvent beaucoup dans les bistrots, ça parle énormément, ça parle que de ça. Le portrait robot est dans tous les journaux, il est à la une du journal local et ce portrait robot, il fait écho dans la tête d'un jeune homme qui se trouve être le frère de Michel Péry. Ce jeune homme va en discuter avec sa famille. Il y a plus que le portrait robot, il y a également la description du véhicule et c'est effectivement bien le véhicule que possède son frère. La famille va dénoncer Michel Péry comme étant le potentiel agresseur du jeune Vincent Puip à Orsières et du jeune garçon, du jeune Thomas, dans le canton de Vaud. Ce portrait robot se retrouve à la une du journal local et dans tous les journaux en Suisse. Vraiment, on recherche cette personne à large échelle et ce portrait robot, il est reconnu par un jeune homme qui reconnaît son grand frère.
Il va en parler avec sa famille et toute la famille est assez sous le choc parce qu'il pense effectivement que ça peut être le premier garçon de la famille, Michel Péry, d'autant que la description de la voiture qui est faite, c'est la voiture que possède Michel Péry. Ils vont donc dénoncer Michel Péry à la police et la police, apprenant que Michel Péry se trouve à l'armée, à son cours de répétition, va en profiter pour perquisitionner tranquillement la maison de la famille. Sur place, la police va trouver des liens, va trouver un pistolet, va trouver des cordelettes, va trouver des menottes et va trouver un marteau, si bien qu'assez vite, ils vont se rendre compte qu'ils sont probablement, même de manière assez certaine, face au tueur d'Orsières, parce qu'on ne lui attribue pas encore les autres meurtres. Dans l'une des voitures, les policiers vont trouver 2 jerrycans d'essence ainsi que des cordes et des choses qui pourraient servir de lien pour tenir ses victimes. Une fois de plus, la police a très peu de doutes, il se trouve probablement devant la voiture de l'agresseur du jeune Thomas et de l'assassin du jeune Vincent à Orsières. Michel Péry étant donc à son cours de répétition à l'armée, il est convenu avec l'armée de l'arrêter dans le canton de Berne où il fait son cours de répétition. Au moment où la police veut intervenir, Michel Péry est à son tour de garde, il est donc armé, son arme est potentiellement chargée. Ils vont donc décider d'attendre pour éviter que Michel Péry retourne son arme contre lui ou qu'il décide de tuer quelqu'un au moment de son arrestation. Une fois que Michel Péry est de retour à son dortoir, qu'il s'est déchargé de son arme, la police intervient et celui-ci va avouer quasiment dans les minutes qui suivent qu'il est effectivement la personne qu'il recherche. Michel Péry, que l'on appelle maintenant le sadique de Romont, est enfin sous les verrous, la population valaisanne respire, les journaux titrent sur cette arrestation. Alors, les gens sont face à l'horreur, hein. Vraiment, c'est très choquant, mais quand même les gens sont contents que cet affreux mec soit sous les verrous et que les jeunes puissent enfin ressortir avec l'esprit un petit peu plus léger. Cette arrestation, c'est l'occasion pour la police et pour les enquêteurs d'en apprendre un peu plus sur le profil de Michel Péry. Michel Péry naît le 28 février 1959 dans la ville de Neuchâtel et dans le canton du même nom. Petit détail, il va naître le jour du mariage civil de ses parents. Alors en 1959, je suis pas certaine que c'est quelque chose qui était bien vu de naître le jour du mariage de ses parents. Ça veut dire que le mariage a été consommé avant le mariage. En tout cas, je pense que c'est pas forcément le meilleur départ dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Michel Péry vit dans une famille un petit peu étrange, il y a un climat assez lourd chez les Péry, le papa est alcoolique et en plus il est connu pour des faits d'attouchement sur ses propres filles. Donc c'est vraiment une famille plutôt à problème, une famille où je pense pas qu'un enfant se développe dans les meilleures conditions. Michel Péry a toujours été frustré et il a toujours eu l'impression d'être en marge. Dans sa famille, dans sa propre fratrie, il a toujours eu l'impression que ses frères et sœurs étaient privilégiés. À tel point que par exemple, il allait uriner dans le lit de son frère pour que celui-ci se fasse engueuler. Donc ça montre vraiment une frustration déjà tout petit. Il a toujours eu l'impression aussi d'être en marge et d'être de côté à l'école. Et c'est vrai, ses camarades de classe se moquent de lui, il n'a jamais fait partie du groupe. Il y a eu également plusieurs événements dans sa vie d'adolescent et d'enfant qui l'ont marqué et qui montrent à quel point il est frustré dans sa vie d'adulte plus tard. Premier événement, il doit avoir une dizaine d'années. Ses parents à ce moment-là ont déjà déménagé dans un autre canton, le canton de Fribourg. Il est sur la place du village avec son institutrice et toute sa classe pour assister au défilé de la fête Dieu. Il vit donc également sur la place du village, donc sa famille vit sur la place du village et je ne sais pas exactement ce que Michel Péry fait, mais il va ramasser une correction de la part de son institutrice et son papa, qui se trouve sur l'un des balcons, donc qui donne sur la place du village, encourage cette institutrice à taper plus fort son fils et il en rit. Donc ça c'est quelque chose qui marque Michel Péry. Michel Péry dira avoir
toujours détesté son père. Son père est connu pour être violent, il frappe ses filles en plus de leur faire des attouchements, et il frappe la maman de Michel Péry, ce qui laisse chez Michel Péry une très grande haine pour son père. Il va y avoir un deuxième fait marquant dans l'enfance de Michel Péry. Il doit aussi avoir entre 10 ou 12 ans. Il fait une bêtise à la maison, je ne saurais pas vous dire laquelle. En tout cas, il est envoyé à l'école, habillé de manière un peu spéciale. On lui met un collant très serré, ainsi qu'une petite cuissette. Il a un peu l'air d'être habillé en fille. Donc on l'envoie à l'école comme ça, clairement pour le punir. Et ses camarades de classe vont pas louper l'occasion de se moquer de lui. Pire, son professeur encourage les enfants de la classe à se moquer de lui. Donc là, il va ressortir frustré, en colère, et il a vraiment toujours ce sentiment de rejet, et on peut le comprendre à ce moment-là. Vers l'âge de 13 ou 14 ans, il va découvrir dans les affaires de son papa un magazine sadomasochiste où il voit une scène de torture qui va le marquer à tout jamais, et suite à la vue de cette scène de torture, il va toujours imaginer ses camarades de classe, lorsqu'ils sont heureux, en train de les torturer. Et même plus largement jusqu'à sa vie d'adulte, c'est ce qu'il va faire. Quand il va voir des gens heureux, quand des gens vont l'embêter, lui il va s'imaginer en train de leur faire des sévices. Donc c'est quelque chose vraiment qui va lui rester. C'est à peu près à cette période également qu'il va découvrir son homosexualité. Il va en parler avec le curé du village. Il va donc se confier à lui en lui disant qu'il pense avoir des penchants homosexuels. Le curé va lui dire c'est pas grave, ça peut arriver, et il va attirer le jeune homme dans une pièce à l'écart, va le faire rentrer dans son lit et il va violer le jeune Michel Péry. Ce sera le premier rapport sexuel de Michel Péry. Après avoir violé Michel Péry, le curé va lui donner 50 francs comme pour acheter son silence ou le dédommager. Donc on peut dire que Michel Péry a une enfance plutôt compliquée. Il a toujours adoré sa mère, il l'a même admirée. Sa maman lui prête quasiment pas d'attention, elle a pas de geste tendre pour Michel Péry, et lui en souffre. Il déteste son père puisque son père frappe sa mère et qu'il fait souffrir sa maman. Donc, Michel Péry se sent pas bien ni dans sa famille ni à l'école, il ne s'est jamais senti à sa place. À ce moment-là, il commence à développer des fantasmes un petit peu pervers qui vont le mener vers l'âge de nouveau de 14-15 ans environ à tenter un premier viol sur un jeune handicapé. Il va donc attirer ce jeune derrière un buisson, il va tenter de le violer. Michel Péry n'arrive pas à avoir une érection et il va donc frapper très violemment ce jeune handicapé qui est terrorisé à tel point qu'il n'ose même pas appeler à l'aide. À peu près à la même période, Michel Péry va tenter d'agresser un de ses copains. Il va attirer le garçon dans un garage, il va le ligoter, lui mettre une cagoule sur la tête, et tout à coup Michel Péry se ravise, il laisse partir le jeune homme va raconter tout ça à son papa, qui va dès le lendemain foutre une bonne rouste à Michel Péry, et selon les mots de Michel Péry, ça va le tenir tranquille jusqu'à peu près ses 20 ans. Ce qu'on peut vraiment retenir de son adolescence, c'est qu'il tente 2 passages à l'acte avec le jeune handicapé et avec son copain, et qu'il a vraiment une énorme frustration pour les autres. Il déteste vraiment les gens heureux, ça c'est vraiment quelque chose qui le rend fou. Il imagine des tortures, il imagine des gens qui souffrent quand il voit les gens heureux. Quand on l'embête, alors là il imagine vraiment plein de tortures, de façons de faire souffrir les gens. Après ces premières tentatives de passage à l'acte, va s'en suivre une période plutôt tranquille pour Michel Péry, puisque ses parents vont déménager à Romont et que lui va rester sur Fribourg pour faire son apprentissage. Il va à ce moment-là avoir sa première relation consentie avec un colocataire, mais Michel Péry va en ressortir avec beaucoup de frustration. Comme dans pratiquement toutes ses relations, et même ses relations amicales, il se sent dominé et il en ressort terriblement frustré. Après la fin de son apprentissage, il retourne à la maison sur Romont où habitent ses parents, et il va tenter d'avoir une vie avec une femme qui s'appelle Francine. Cette femme est très accrochée à Michel Péry, elle l'aime énormément, elle aimerait se marier, mais elle se rend bien compte qu'il y a un problème dans leur relation, surtout dans les relations sexuelles, qu'ils n'arrivent pas à pratiquer ensemble.
Elle essaye d'en parler avec la famille de Michel Péry, elle essaye de comprendre où est-ce qu'il y a un problème chez Michel, parce qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle aimerait pouvoir continuer cette relation. Elle a un petit doute, Francine, elle se demande si Michel Péry ne serait pas homosexuel. Ça par contre, elle se garde bien de le dire aux parents de Michel Péry, qui ne seraient peut-être pas susceptibles d'accepter que leur fils est homosexuel. Un petit peu saoulé par cette vie avec Francine, Michel Péry va entreprendre son premier voyage. Il va partir pour la première fois au Sri Lanka. C'est pas très courant hein, pour un jeune Suisse à cette époque de partir à un endroit comme le Sri Lanka. Il va ensuite revenir en Suisse, travailler un certain temps, mais il va contracter des dettes et à un moment donné, il va décider de tout quitter et de partir en France. Il va partir au Grau du Roi et là-bas il va ouvrir une affaire où ils vendent des glaces, mais cette affaire étant illégale, il va être dénoncé et c'est à ce moment-là qu'il va partir vers les États-Unis. Il va faire un voyage de 8 mois aux États-Unis avec un retour très bref en Suisse durant les 8 mois. Je crois qu'il fait juste un jour en Suisse pour continuer, pour valider à nouveau son visa et il retourne aux États-Unis. On sait qu'il voyage sur New York, sur Miami, et qu'il voyage un petit peu dans le continent américain, et qu'il revient en Suisse en passant par l'Italie, et qu'il revient en Suisse, ensuite en Suisse, pour travailler et éponger ses dettes. Après son retour, il a une période où il vit plus ou moins bien son homosexualité. Alors il partitionne très bien sa vie. Du côté de ses parents, il dit qu'il a des petites amies, il s'invente une vie, il raconte ce qu'il fait de ses week-ends, mais pour la plupart du temps, ce sont des mensonges. Ses amis, qui voient essentiellement sur Lausanne, soit dans des bars, soit dans des discothèques où on peut rencontrer d'autres homosexuels, d'autres gays, il va raconter aussi des mensonges, il va s'inventer une vie, il va s'inventer une famille qui est différente de la sienne. Il a un fort penchant pour la mythomanie. J'ai d'ailleurs lu le témoignage d'un homme qui a été son petit ami pendant 6 mois et il va effectivement témoigner, il va dire qu'il aimait beaucoup Michel Péry, mais ses mensonges incessants et son penchant pour la mythomanie vont être les déclencheurs pour mettre un terme à cette relation. Il va s'en suivre de nombreux voyages. Alors Michel Péry, pour l'époque, voyage énormément pour un jeune Suisse. Il a voyagé dans toute l'Europe. Il est allé aux États-Unis, comme je vous l'ai dit. Il est également allé en Afrique. Il a voyagé alors en Europe, en Yougoslavie, en Italie, en Espagne, en France, en Norvège, en Pologne, mais il y a probablement d'autres pays où il a voyagé. L'époque rend difficile de retracer exactement son trajet. Par contre, c'est vrai qu'il notait dans son agenda, pas toujours, mais parfois les endroits où il allait, ce qui va aider la police à refaire son parcours de criminel. Maintenant, on connaît un petit peu mieux le profil de Michel Péry. Alors, il faut dire que dans les fins des années 80, c'était tout nouveau, les tueurs en série. D'ailleurs, si on prend les premiers articles, si je reprends les premiers articles parus fin des années 80, on ne parle jamais de tueurs en série. C'est un mot qui ne ressort pas du tout. Quand bien même, on a cette idée qu'il était peut-être en train de produire une série de crimes. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux Michel Péry, des articles paraissent dans les journaux, racontent son périple meurtrier, racontent aussi un petit peu la vie de Michel Péry, et ces articles vont faire écho à un inspecteur de police qui se trouve dans la région italophone de la Suisse, donc dans le canton du Tessin, et cet inspecteur de police, lui, il enquête sur la disparition d'un jeune homme, intervenu je crois 6 mois avant l'arrestation du sadique de Romont, et tout à coup il se dit que c'est pas impossible, d'autant que cette disparition a eu lieu un jour férié, la veille d'un jour férié, et il se dit que ça pourrait bien être une autre victime du tueur du sadique de Romont. Il va donc faire la demande au canton du Valais pour pouvoir interroger le sadique de Romont, demande qui lui est assez vite accordée, et avec des agents de police, il vient donc en Valais chercher Michel Péry pour l'interroger à Bellinzone, donc au Tessin. Il faut savoir qu'il y a en tout cas 4 bonnes heures de route entre le Valais et le Tessin. L'inspecteur en profite pour interroger Michel Péry qui assez vite va avouer avoir également enlevé le jeune Fabio Vanetti qui faisait de l'autostop dans la région du Tessin après avoir loupé son dernier train. Mieux, Michel Péry va indiquer l'endroit où il s'est débarrassé des restes carbonisés du jeune Fabio
La police va se rendre sur place et effectivement découvrir les restes calcinés de Fabio Vanetti. Avec cette nouvelle découverte, l'inspecteur de police est persuadé que l'homme qu'il a en face de lui a commis plus de meurtres et il va se souvenir de l'affaire de Cédric Anti dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Il va donc décider d'interroger Michel Péry sur le cas Cédric Anti au moment où il reconduit Michel Péry dans le canton du Valais. Michel Péry va très vite avouer être l'auteur de l'assassinat de Cédric Anti. La famille de Cédric Anti peut enfin respirer, on leur donne enfin la cause de la mort de leur enfant. Ils n'avaient jamais cru à la thèse du suicide ni à la thèse de l'accident. Suite à ces révélations, le sadique de Romans, Michel Péry, va faire d'autres révélations, va avouer d'autres meurtres. Là, il agit toujours un petit peu pareil. Il va d'abord commencer par avouer, donner certains détails. Parfois, il va indiquer l'endroit où il s'est débarrassé du corps. Si les inspecteurs de police retrouvent un corps, il va finir par avouer et en arrêter là. Si les inspecteurs de police ne retrouvent pas de corps, il va en général se rétracter. Sa première victime, il l'a faite en 1981 lors de son voyage aux États-Unis. Il voyage donc en Floride où il rencontre un jeune homme canadien, francophone, qui voyage sac au dos. Selon le témoignage de Michel Péry, cet homme s'appellerait Sylvestre. Les deux hommes vont avoir une relation qui va durer quelques temps, ils vont voyager un tout petit peu ensemble dans la Floride, et après une soirée plus ou moins bien arrosée, après avoir passé quelques heures dans des pubs, ils vont décider de camper sur une plage de Miami. Selon la version de Michel Péry, Sylvestre serait moqué de la taille de son sexe, si bien que Michel serait rentré dans une colère noire et qu'il aurait tenté de frapper Sylvestre. Sylvestre, plus grand et plus fort, aurait réussi à avoir le dessus pendant une bagarre qui aurait éclaté entre les deux protagonistes. Michel Péry, qui est dans une colère noire, arrive à prendre le dessus, à coucher son adversaire et il voit le marteau qui sert à enfoncer les sardines pour la tente et il va lui asséner, alors là on ne saura pas combien de coups au crâne, mais énormément de coups au crâne et il va tuer ce jeune Sylvestre. Michel Péry va s'endormir, va laisser le cadavre de Sylvestre là où il l'a tué. À son réveil, il va décider de brûler le corps et d'enterrer les restes du jeune homme. Donc voilà, ce jeune homme voyageait en 1981, sac au dos, il pourrait s'appeler Sylvestre, c'est un Canadien francophone. On n'a pas plus de détails, son corps n'a jamais été retrouvé, quand bien même la police américaine a enquêté sur place. Selon ce que dit Michel Péry, il ne tuera plus jusqu'en 1984 lorsqu'il prend un jeune adolescent en autostop dans la région de Grenoble ou d'Annecy, un jeune homme qui pourrait se prénommer Frédéric. Là, on a très peu d'indications, donc 1984, le jeune homme faisait de l'autostop, c'est probablement un adolescent, il est donc certainement mineur, son prénom pourrait être Frédéric. Là, vraiment très peu d'informations. L'affaire suivante, elle est aussi avouée par Michel Péry, ce serait la seule victime féminine du tueur en série. Cette femme pourrait s'appeler Anne-Laure ou Anne-Fleur, il ne se souvient plus exactement. Ça se serait produit le 6 juin 1985 en Camargue, donc toujours en France. C'est une campeuse qui campait dans la région de la Camargue, qu'il a rencontrée à Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils ont passé une bonne partie de la journée ensemble. Cette jeune femme se serait ensuite intéressée à aller un petit peu plus loin avec Michel Péry. Elle lui aurait fait une remarque quand Michel Péry aurait repoussé ses avances, qu'il l'aurait fait rentrer dans une colère folle, donc Michel Péry. Il se serait déchaîné sur cette jeune femme, il l'aurait assassinée et à nouveau, selon son mode opératoire, a brûlé le corps de la jeune fille et s'est débarrassé de ses restes. Cette campeuse pourrait être originaire de l'île de Ré ou du Lot-et-Garonne. De nouveau, très peu d'informations, ni couleur de cheveux, ni taille, ni corpulence. Ça, c'est fait, je vous rappelle, 6 juin 1985. La victime suivante, on la connaît, c'est le jeune Cédric Anti, le 7 juin 1986.
Toujours en 86, au mois de juillet, donc il y a quelques semaines entre ces deux actes, il va tuer un jeune homme en ex-Yougoslavie dans la région de Rijeka. Le jeune homme pourrait être un touriste qui se prénommerait Silvio. Les faits, il a assassiné ce jeune homme aux alentours de Trieste, il a brûlé le corps et il s'est débarrassé des restes. Dans le cas de ce jeune homme qui pourrait s'appeler Silvio, on a aussi très peu de détails quant à la description physique du jeune homme, mais on sait que c'était en juillet 86, que cet homme prénommé Silvio pourrait être un touriste qui voyageait dans la région de Rijeka dans cette période de juillet 86. Michel Péry indique aux inspecteurs l'endroit exact où il pense s'être débarrassé des ossements et des restes du jeune homme. Malheureusement, on ne retrouvera pas les restes du jeune homme, quand bien même des fouilles ont été effectuées aux endroits indiqués. Ensuite, le cas suivant, on le connaît, c'est le jeune Fabio Vanetti qui a été agressé et assassiné dans la nuit du 14 au 15 août 1986. 1er novembre 1986, agression d'un jeune homme dans la région de Neuchâtel. C'est le jeune homme qui n'a pas été cru par la police, que l'on avait prénommé Paul pour préserver son anonymat. Ensuite, il va avouer un autre meurtre le 16 avril 1987 dans la région de Côme en Italie. Alors là, il assassine un jeune soldat français qui pourrait s'appeler Robert, qu'il a pris en autostop près de Ponte Chiasso. On n'a pas non plus beaucoup de détails, mais effectivement, il pourrait se prénommer Robert. C'est probablement un militaire français, donc pris en autostop dans la région de Côme. Là, on va retrouver les restes du jeune homme sur les indications de Michel Péry. Malheureusement, on ne pourra jamais identifier le corps, donc ça reste pour l'instant qu'un prénom et qu'une idée d'un... Voilà, mais on n'a pas de nom et on n'a pas d'identification pour ce jeune homme. Quelques jours après cette agression, après ce meurtre en Italie, qui a eu lieu le 16 avril 1987, il agresse le jeune Thomas dans le canton de Vaud. Le jeune Thomas va, avec l'aide de la police, après son agression, réaliser le portrait robot qui va permettre l'arrestation de Michel Péry. Donc voilà un petit peu les faits qui lui sont reprochés et il y a quand même beaucoup de victimes non identifiées. 81 Sylvestre à Miami, 84 Frédéric, adolescent à Annecy, proche de Grenoble, 85, 6 juin 85, Anne-Laure ou Anne-Fleur, jeune femme en Camargue, jeune femme originaire de l'île de Ré ou du Lot-et-Garonne, juillet 86, meurtre du jeune Silvio, jamais retrouvé ni identifié en ex-Yougoslavie. Le 16 avril 87, assassinat d'un jeune soldat français dans la région de Côme en Italie. Voilà un petit peu pour les faits qui lui sont reprochés et toutes ces victimes n'ont pas été identifiées. Et je reste persuadée que des gens recherchent toujours ces personnes. Il faut savoir aussi que peu de temps après l'arrestation de Michel Péry, il va être soupçonné dans les affaires de Mourmelon, puisque, comme vous le savez probablement déjà, des jeunes garçons disparaissent après être partis de leur service militaire dans la région de Mourmelon. Et le profil de Michel Péry colle assez bien, puisqu'il enlève des jeunes hommes qu'il va ensuite violer et assassiner. Mais l'adjudant Chanal va être arrêté peu de temps après l'arrestation de Michel Péry et on saura que finalement ce n'était pas lui. Tout ça va donc donner lieu à un procès. Il va même être jugé pour certains faits où on n'a pas pu identifier les victimes, mais étant donné qu'on a retrouvé des corps où parfois ces déclarations permettaient de le mettre en examen. Autant vous dire que c'est un procès éclair. D'ailleurs, ça a été un petit peu reproché au Valais et je pense que c'est même franchement dommage. Les plaidoiries ont duré une demi-heure, donc vraiment on a décrit les faits, il n'y a aucun témoin qui est cité, on donne très peu la parole à Michel Péry, bon à la limite ok, mais voilà, c'est vraiment un procès éclair. Ensuite le procureur va déclarer à l'ouverture de la séance avoir toujours été
contre la peine de mort et avoir toujours agi contre la peine de mort, mais il va dire que le cas Michel Péry a fait réviser son jugement et qu'au jour d'aujourd'hui, il serait plutôt pour la peine de mort. Les réquisitoires vont durer 2 heures, on va faire le portrait du sadique de Romont. Celui-ci va à certains moments même se boucher les oreilles, il n'a pas envie d'entendre certains détails, comme par exemple le fait qu'il ait mis le feu à Fabio Vanetti lorsque celui-ci bougeait encore, donc vraiment des détails assez affreux. On va se rendre compte que c'est un tueur froid, méthodique, qui laissait très peu de chance à ses victimes, qui d'ailleurs n'aura aucun mot pour ses victimes, aucun mot pour les familles des victimes. La seule chose qu'il dira, c'est qu'il a honte. Il a honte surtout pour sa mère à qui il a fait du mal. D'ailleurs, sa mère a très mal vécu l'arrestation du jeune Michel. Elle a passé un certain temps en hôpital psychiatrique. Et voilà, c'est vraiment un procès éclair. Qu'on apprend au cours du procès, c'est par exemple le fait que Michel Péry a affiné sa technique au cours de sa carrière de criminel. Il a acheté du matériel pour faire ça de manière plus sûre, sécurisée pour lui, et laisser moins de chance à ses victimes. Il a acheté une cagoule par exemple pour éviter de croiser le regard de ses victimes, donc c'était aussi un tueur froid et détaché. Tous les avocats des parties civiles vont déplorer le fait que la peine de mort n'existe plus et demander la réquisition à vie. Alors il faut savoir qu'à vie c'était 15 ans à l'époque, donc Michel Péry aurait déjà pu demander une libération en 2002 puisque ça présente toute la partie qu'il a passée en prison préventive se déduit de sa peine. Il faut savoir que pour la réclusion criminelle à vie en Suisse, c'est réexaminé tout. Alors maintenant je crois que c'est 25 ans, mais à l'époque c'était tous les 15 ans. Et selon la dangerosité de la personne en question, on décide de le remettre en liberté ou pas. Autant vous dire que Michel Péry n'a quasiment aucune chance de sortir. C'est l'un des criminels les plus connus de Suisse. Il y en a un autre plus connu parce que lui il a tendance à se faire la malle. Mais en tout cas Michel Péry est très connu, il est changé régulièrement de prison parce que c'est quand même un détenu qui attire la haine, qui n'attire pas du tout les sympathies, mais même des autres détenus. Il a quand même tué des jeunes enfants, des jeunes hommes, il leur a mis le feu, il les a violés, donc c'est vraiment le genre de détenu qui pourrait avoir des problèmes en prison. Donc voilà, le procès de Michel Péry se déroule sur une journée, à peine une demi-journée et c'est réglé, prison à vie comme condamnation. Je n'ai pas retrouvé l'article, mais je sais qu'il y avait des journalistes français par exemple sur place et que Le Monde a fait un article, même une double page d'après ce que j'ai lu, sur ce procès éclair. Parce qu'il est clair que ni les témoins ont pu s'exprimer, ni le sadique de Romont. On aurait pu essayer de retrouver plus de détails sur certaines de ces victimes non identifiées. On aurait pu peut-être aller un petit peu plus en profondeur sur son mode opératoire, peut-être tenter de retrouver d'autres victimes parce que il y a une espèce d'accélération dans les cas Michel Péry, dans ces actes meurtriers, et ça semblerait très étonnant, et c'est d'ailleurs ce que dit l'inspecteur de police qui a aidé à la résolution de ces affaires, que Michel Péry n'ait pas fait plus de victimes. Déjà entre 81 et 84, il y a un creux. Alors, effectivement, il faut savoir qu'après le meurtre de Sylvestre, Michel Péry a eu très peur, il a vraiment eu l'impression d'être poursuivi. Mais quand même, voilà, il reste 3 ans là sans meurtre, et à savoir qu'il a voyagé dans toute l'Europe. Moi, ça me semble presque impossible qu'il n'ait pas laissé d'autres victimes, mais pour autant, on n'a pas beaucoup interrogé Michel Péry dans ce sens-là. Je sais que aux alentours de 2016, je crois, la police française a fait une demande à la police valaisanne pour interroger Michel Péry dans le cadre des disparitions de l'Isère, qui est très connu en France. Et alors, je ne saurais pas vous dire où en sont ces investigations. J'ai lu plusieurs fois effectivement qu'en 2016, cette demande avait été faite. La justice valaisanne a accordé à la police française d'interviewer, d'interroger Michel Péry. Donc voilà, ça pourrait être le profil, bien que les enfants soient un petit peu jeunes dans les cas des disparitions de l'Isère. En tout cas, comme je vous le redis, il est à mon sens important de tenter de découvrir qui sont ces jeunes garçons qui ont été assassinés par Michel Péry. Il reste probablement une maman, une sœur, un frère qui les attend toujours ou qui aimerait savoir ce qui leur est arrivé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Michel Péry. Je pourrais en faire une autre vidéo avec des compléments parce qu'il y a beaucoup de détails. J'ai retrouvé beaucoup d'articles de journaux.
Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime ou disparition.